Alors, bienvenue dans ce 6e épisode de Pole Position. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, sur la place Révolution à Cuba, pour l'année 66 de la Révolution, en délégation pendant la semaine à la 6e conférence internationale de l'équilibre du monde de José Martí, héros national de l'indépendance de Cuba, d'ailleurs qui derrière moi est présent dans cette tour emblématique, ce musée qui avait été construit juste avant la Révolution, qui a été conservé pour mettre en avant son héritage, qui est revendiqué ici largement à Cuba. D'ailleurs, partout vous pourrez voir des monuments, des statues érigées à José Martí, beaucoup plus que pour les dirigeants de la Révolution de 1959. Année critique pour la Révolution, puisque à peine arrivé au bureau ovale, Donald Trump a tout de suite rétabli toutes les mesures coercitives et agressives contre Cuba qui avaient pu être retirées par Joe Biden au dernier moment, donc notamment l'ajout sur la liste des pays parrainant le terrorisme, qui a des conséquences évidemment pour la possibilité d'investir ou de commercer ici, pour certains pays ou certains agents économiques qui souhaiteraient s'installer ici à Cuba ne peuvent pas le faire à cause de cette complication. Il faut rappeler que le blocus criminel qu'imposent les États-Unis à Cuba n'affecte pas Cuba. En réalité, ça viole le droit international et la souveraineté de tous les pays. Puisqu'y compris la France, nous avions des entreprises, des agents économiques ou même des banques, comme Paribas qui étaient présents ici à Cuba, qui ont été obligés de se retirer suite à de très fortes amendes. Donc notre souveraineté a été attaquée. En réalité, tous les pays se sont vus attaquer, sauf bien sûr ceux qui ont la chance d'avoir des gouvernements qui ne sont pas aux ordres des États-Unis, on va dire, et qui défendent leur souveraineté et qui se fichent des sanctions des États-Unis, qui viennent quand même aider Cuba, ce qui est le cas de la République populaire de Chine, de la Fédération russe ou bien d'autres pays. Dans ce cas-là, nous demandons bien sûr évidemment le retrait de toutes les sanctions contre Cuba. Et je pense que ça fait le lien exactement avec ce que nous défendons, à savoir les trois sorties et l'indépendance nationale de la France, puisque c'est aussi une question de souveraineté pour nous, de pouvoir librement commercer ou échanger avec les pays, tous les pays du monde, sans avoir à affronter les agressions des États-Unis. Malgré ces difficultés pour le peuple cubain, il y a une volonté de résistance extrêmement forte ici, malgré les difficultés de la vie quotidienne. Malgré l'inflation qu'il y a pu y avoir, qui a grandement affecté les familles à Cuba, sans oublier bien sûr ceux qui dépendent des remessas qui viennent de l'étranger, qui ont été désormais interdites par Trump de nouveau. Le peuple cubain a clairement l'intention de résister, ils sont habitués et ils ne vont pas se laisser faire. Donc c'est l'occasion de rappeler que Cuba est pour nous un bastion, comme nous l'avions dit dans la une de l'Initiative communiste pour cette nouvelle année 2025, nous défendons avec Cuba, Cuba nous défend et nous défendons Cuba. Cette année marquera sans aucun doute le début d'une vaste campagne de solidarité avec Cuba où nous serons partie prenante depuis la France, que ce soit dans l'envoi d'aide directe humanitaire pour la population ou de l'aide effectivement pour aider au développement économique de Cuba, qui est la priorité absolue, telle que définie par les autorités de l'île, pour se développer malgré le blocus. Une possibilité qui s'étend aujourd'hui avec la remise en question du dollar de plus en plus forte par les BRICS. Les BRICS qui d'ailleurs ont accepté l'intégration de Cuba comme, on va dire, participant, pas membre de plein droit, mais comme participant, ce qui est quand même pris comme une très bonne nouvelle ici et un espoir aussi pour la population de pouvoir sortir de cet étranglement systématique qui est mis en place. Et donc, suite à cette délégation, nous sommes de retour en France. Le PRCF, en tout cas, tenait à réaffirmer sa solidarité avec la révolution cubaine et le peuple cubain qui passe une épreuve difficile avec le couple Trump-Rubio et on pourrait dire le trio Musk, si on rajoute Elon Musk, va donc signifier une époque difficile puisque on va avoir les pires politiques imaginables
contre Cuba, le renforcement ou la continuité des mesures les plus coercitives imaginables contre Cuba qui, faut-il le rappeler, violent aussi notre souveraineté puisque les entreprises françaises sont attaquées, les institutions françaises sont attaquées, et qu'évidemment, que ce soit l'Union européenne ou l'actuelle direction de l'État français ne font absolument rien pour défendre nos intérêts, même d'un point de vue fût-il uniquement marchand capitaliste, hein, ils ne défendent même pas leurs intérêts, tellement ils sont à plat ventre devant l'impérialisme des États-Unis. Alors il est vrai que certains se redécouvrent une sorte de passion pour l'anti-américanisme de la 25e heure, entre guillemets, puisque suite aux déclarations de Trump sur l'Ukraine, maintenant ils redécouvrent l'impérialisme des États-Unis, hein, on redécouvre l'eau chaude, on peut aussi redécouvrir le feu, tant qu'on y est. Mais bon, nous on le savait depuis longtemps, je veux dire, les peuples latino-américains et le peuple cubain connaissent bien le vrai visage de l'impérialisme des États-Unis depuis des siècles, puisque la cour arrière, hein, selon la doctrine Monroe, la cour arrière a toujours été traitée comme ça. Maintenant, la cour de devant, qui est l'Union européenne, hein, la cour de devant des États-Unis, va être traitée de la même manière. C'est d'autant plus une raison qui nous légitime dans le fait de renforcer notre solidarité, notre soutien aux peuples latino-américains qui se battent contre ce même impérialisme, qui défendent leur souveraineté, leur indépendance, la même que nous revendiquons chez nous. D'autant plus dans une phase actuelle où l'impérialisme des États-Unis, on va dire, va être décomplexé, d'autant plus. Hein, c'est pas que Trump serait en soi un gestionnaire impérialiste, c'est quel que soit le gestionnaire ou le gouvernement à la place à la Maison Blanche dans le fameux bureau ovale, de toute façon c'est un mode de production capitaliste impérialiste qui a besoin du pillage des richesses, et donc c'était logique que Trump fasse en quelque sorte le recouvreur de dettes en Ukraine. Même si c'est intéressant de voir comment le narratif officiel sur le régime ukrainien a été un petit peu chamboulé, puisqu'on a révélé quelques vérités sur la réalité de la dictature de Zelensky et de ce régime épouvantable, nostalgique, ouvertement nostalgique du Troisième Reich en Ukraine, qui, normalement, si on était conséquent quand on se dit antifasciste ou progressiste, on ne devrait légitimement pas le soutenir. Quels que soient les autres éléments de la réalité, quelles que soient les circonstances, quelle que soit finalement notre opinion sur le régime russe d'ailleurs, qui n'est pas non plus progressiste, mais il n'empêche qu'on ne peut pas soutenir de tels régimes. Par contre, on peut soutenir des pays comme Cuba, qui eux sont progressistes, qui eux défendent la philosophie des Lumières, qui eux défendent un projet alternative de société au capitalisme. Et j'irais même plus loin, quitte à être un petit peu provocateur, mais la révolution cubaine a finalement réalisé les idéaux de la révolution française que nous n'avons pas réussi à réaliser jusqu'au bout, puisque à Cuba on applique le mandat populaire voulu par Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire la démocratie directe. Il faut savoir par exemple que ça soit pour le changement de la Constitution en 2019 ou le Code de la famille ou des réformes importantes, on va dire, dans le pays, le peuple est directement convoqué dans des assemblées, et comme des assemblées citoyennes, hein, en quelque sorte, et il devient parlementaire, c'est-à-dire que le peuple délibère un texte, il fait des amendements, et ensuite il l'approuve par référendum. Donc c'est pas seulement un vote par référendum, c'est en plus débattre et modifier le texte. Donc c'est une combination entre le référendum et aussi la capacité finalement à faire les lois. Est-ce que c'est pas ça au fond le vrai sens de la démocratie, c'est-à-dire le sens du terme qui est le pouvoir du peuple, la démocratie donc populaire, ce qui est impossible ou inenvisageable dans un système de capitalisme d'État où le pouvoir est entre les mains d'une oligarchie et où le parlementarisme bourgeois, qui peut-être au XIXe siècle était très progressif à l'époque face à l'absolutisme et aux autoritarismes qui étaient encore hégémoniques, aujourd'hui est un système décrépit, obsolète, dont on voit bien la corruption évidente et qui est incapable de répondre aux besoins de la population et à un véritable besoin de démocratie réelle. D'où la crise politique qui est connue dans la plupart des pays occidentaux sur ce système-là. À Cuba, il y a déjà une réponse à ça. Et ça se fait par cette participation populaire à l'élaboration des lois, au vote des lois, et aussi à la gouvernance directement du pays. On va dire que dans ce sens, la révolution cubaine a vraiment réalisé sur le plan politique ces idéaux que on pourrait avoir réalisés en France si l'oligarchie bourgeoise n'avait pas séquestré le pouvoir depuis si longtemps. Donc, loin d'avoir un régime dictatorial, comme ils disent, hein, on a
un régime qui favorise l'intérêt du plus grand nombre. Alors c'est peut-être dictatorial pour les capitalistes et les spéculateurs qui aimeraient avoir la possibilité de corrompre le pouvoir et de contrôler l'État par 1000 moyens différents, comme ils le font en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, ou dans la plupart des pays. Donc forcément, ils alimentent une propagande pour dire que c'est très méchant, c'est très vilain, c'est très dictatorial. Mais d'une certaine manière, il faut choisir entre dictature du capital, fût-elle soi-disant parlementaire avec une façade de démocratie, ou dictature de la classe ouvrière, du peuple, de l'intérêt général, qui peut s'exprimer par une démocratie populaire réelle, comme c'est le cas de Cuba, qui dans ce sens est dans la continuité de ce qu'avait pu être la révolution soviétique et les soviets, qui était vraiment la réalisation d'une utopie politique. Mais on va dire qu'à Cuba, ça s'est pérennisé, fort heureusement, et c'est aussi une des raisons de la solidité du système politique cubain, puisque le peuple étant lui-même aux affaires, quels que soient les gouvernants qu'il peut y avoir au gouvernement, même s'ils sont pas forcément toujours populaires, la légitimité, on va dire, des institutions du gouvernement repose sur une participation directe de la population, et donc les États-Unis auront beau tenter tout ce qu'ils veulent pour déstabiliser Cuba, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas puisque le peuple est souverain et qu'il exerce directement le pouvoir. C'est le cauchemar de la bourgeoisie, hein, la dictature populaire exercée directement par le peuple. Et en fait, la véritable démocratie, puisque la démocratie bourgeoise est une démocratie de façade qui est prostituée, puisque le vrai pouvoir est entre les mains d'une petite oligarchie de les fameux 1, 2, 3% de la population qui contrôle vraiment. Et on en a la parfaite démonstration, malheureusement, en France, dans l'espace de l'Union européenne qui est en pleine fascisation, et aussi aux États-Unis. Donc, je crois que c'est le moment d'assumer que, oui, il y a bien des modèles existants qui sont moins pires et qui sont bien meilleurs que la soi-disant démocratie bourgeoise qu'on nous revend comme la démocratie avec un grand D, qui est en réalité complètement vidée de son contenu, qui est en pleine voie de fascisation et d'autoritarisme, alors qu'on a des systèmes beaucoup plus démocratiques comme à Cuba, qui pourraient être un référent. Dans ce sens, on va dire qu'ils sont allés plus loin que les demandes les plus radicales des Gilets jaunes, hein, puisque là-bas le RIC est déjà institué de fait, puisque le peuple vote les lois par référendum, comme en Suisse, pas toutes les lois forcément, mais la plupart, et en plus il participe à l'élaboration des lois. Quitte à être un petit peu redondant, mais je voulais être sûr que ça soit bien clair, puisque c'est quelque chose qui est jamais mis en avant, dont on parle jamais, qui est toujours enterré, et pourtant c'est réel et c'est bien là. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Dans tous les cas, le PRCF, lui, en tant que militant franchement communiste et franchement jacobin aussi, on dirait, dans la continuité de ses idéaux des Lumières et de la Révolution française et du projet de société socialiste, on ne peut que défendre ce modèle-là comme un horizon d'avenir, entre guillemets, pour notre pays et pour le monde entier. Voilà, merci à tous pour d'avoir été présents sur cette vidéo. N'hésitez pas à revenir sur les publications qui ont été faites sur le sujet de la délégation et en lien avec Cuba. D'ailleurs, d'autant plus qu'on va animer une campagne de solidarité importante avec Cuba cette année-ci, avec un certain nombre d'associations françaises de solidarité et éventuellement d'autres organisations politiques qui souhaitaient s'y joindre. D'autant plus que légitimement, quand on défend la Palestine, on peut tout aussi défendre pour les mêmes raisons Cuba. Hein, ça serait souhaitable de voir tous ceux qui défendent la Palestine défendre aussi un peu plus Cuba et d'autres pays qui sont aussi des pays résistants à l'impérialisme. Alors, très bonne journée à tous et à la prochaine pour un autre épisode de Pole Position.